Salut à tous, nous sommes le mercredi 8 avril 2026 et notre cher ami, notre frère Scott Ritter est avec nous. Bon retour parmi nous, Scott. Welcome back, Scott. Merci de m'avoir invité. Scott, let me start with the latest news. What's going on Scott, right now? laissez-moi commencer par les dernières nouvelles. Israel, Que se passe-t-il en ce moment avec l'attaque contre le Liban? Israël, juste après le cessez-le-feu, a attaqué le Liban. Ils ont frappé de nombreuses cibles, plus d'une centaine selon les informations, et il y a de nombreuses victimes. Le Premier ministre du Pakistan a déclaré qu'il violait le cessez-le-feu. Puis nous avons entendu la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, dire que le Liban ne faisait pas partie de l'accord de cessez-le-feu. Qu'est-ce que cela signifie? Que se passe-t-il? D'un autre côté, en regardant les médias iraniens, l'un des principaux organes de presse d'Iran a rapporté que les pétroliers ne seraient pas autorisés à passer par le détroit d'Ormuz à cause de la frappe israélienne sur le Liban. Que pensez-vous de la situation? What do you make of what's going on? Eh bien, tout d'abord, vous savez, il y a cette négociation en cours. Le cessez-le-feu est un accord fragile qui ne sera pas consolidé tant que les deux parties ne se seront pas assises pour régler les différences entre le plan en 10 points de l'Iran et le plan en 15 points de l'administration Trump. Le plan en 15 points de l'administration Trump n'inclut pas le Liban dans l'accord, tandis que le plan en 10 points de l'Iran l'inclut. Et c'est là que réside le problème, car les deux parties sont entrées dans cette négociation en défendant leur position. Vous savez, c'est un point de blocage. Je veux dire, comment tu sais? C'est la réalité. Comment traiter avec Israël? Quand on parle de négociation, il s'agit en réalité d'une négociation entre les États-Unis et l'Iran. Mais le fait est que ce sont les États-Unis, avec Israël, qui ont attaqué l'Iran. Et l'Iran a déclaré dès le départ que la question d'Israël, tout ce dossier, Israël-Liban, Israël-Palestine, devait faire partie d'un accord de paix. Et donc, nous allons maintenant voir à quel point les États-Unis sont sérieux dans leur volonté de parvenir à la paix avec l'Iran. L'Iran sait que son arme nucléaire, pour ainsi dire, c'est son contrôle du détroit d'Ormuz et sa capacité à étouffer la source d'énergie vitale du monde à un moment où celui-ci commence à ressentir la pression. Il y a une raison pour laquelle cet accord est apparu maintenant. Et c'est parce que la Chine a dit à l'Iran, « Nous vous soutenons, mais nous ne pourrons pas continuer à le faire si nous mourrons économiquement. Si vous continuez à étouffer le détroit d'Ormuz, nous aurons des problèmes. Vous devez vous asseoir et commencer à parler de paix. » Parce que les Iraniens vont rejeter cela. Ils n'aiment pas les 15 points, ils veulent les 10 points. Mais les Chinois ont dit, vous devez le faire maintenant. Vous devez vous asseoir et discuter, au moins entamer le processus. Et regardez, l'une des premières choses qui s'est produite avant que les Iraniens ne ferment tout, c'est que l'Iran a exporté du pétrole. Ils ont signé des contrats pour livrer du pétrole à la Chine et au Pakistan, deux pays qui ont désespérément besoin du pétrole iranien. Donc, vous savez, les États-Unis ont besoin de cet accord de paix. L'Iran a besoin de cet accord de paix, mais pas à n'importe quel prix. L'Iran ne le fera pas. Israël n'en veut pas. C'est là le problème. Israël n'en veut pas. Parlons d'Israël un instant, d'accord? Israël est dans une sacrée panade en ce moment. Tu le sais, et je le sais, parce qu'ils ont vendu à Donald Trump une belle illusion et ils n'ont rien pu tenir. Ils avaient dit que ce serait un changement de régime. Ils avaient dit que ce serait facile, rapide, qu'on pourrait contrôler le détroit d'Ormuz, stopper le programme nucléaire iranien et arrêter les missiles iraniens. Et rien de tout cela ne s'est réalisé. Rien du tout. Et maintenant, Donald Trump est dans une situation politique délicate. Il ne peut plus continuer à faire monter les enchères. Il a atteint la limite de son escalade, mais l'Iran aussi. Je sais que toi et moi avons eu nos désaccords par le passé, mais je pense que mon analyse s'est confirmée.
L'Iran ne peut pas aller plus loin sans se suicider. Les Chinois l'ont clairement dit. Si vous continuez à étouffer le détroit d'Ormuz, nous devrons trouver d'autres moyens de faire des affaires. Nous ne soutiendrons pas cela. Et ce serait la fin de l'Iran, vous savez. Parce que les États-Unis n'auraient pas d'autre choix que de passer à l'étape suivante. C'est ce qu'ils veulent. Les Iraniens ne le veulent pas. Personne ne le veut. Alors ils ont choisi, mais ce n'est pas une reddition. L'Iran ne s'est pas du tout rendu. En fait, l'Iran est dans une position très forte. Et c'est pourquoi je pense que vous savez ce dont Israël a peur, c'est que s'il laisse cela se produire, Israël devra conclure un cessez-le-feu avec le Liban. Ils devront le faire. Il n'y a pas d'alternative. C'est pourquoi Israël frappe si fort en ce moment. Ils essaient désespérément de causer autant de dégâts que possible et de susciter autant d'angoisse que possible à propos du Hezbollah avant qu'Israël ne soit contraint de s'arrêter. Israël est en train de perdre au Liban. Nous le savons. Nous savons que le Hezbollah est en train de les battre. Le Hezbollah bombarde Israël. Donc je pense que l'Iran va envoyer un signal. Je pense qu'ils se préparent en ce moment à une attaque majeure contre Israël. Ils mettent fin aux manœuvres directes et avertissent les États-Unis que ce n'est pas un chèque en blanc. Si vous voulez vous asseoir à la table, mettez votre chien au pas. Mettez Israël au pas. Et ce n'est pas seulement Israël. Les Émirats arabes unis, vous savez, qui ont lancé une attaque ce matin, mettez-les au pas aussi. Ce sont deux acteurs mécontents de ce que Donald Trump a fait. Ils se sentent abandonnés parce qu'ils ont été abandonnés. C'est la réalité. Vous savez, c'est ce qui arrive aux nations arabes du Golfe qui disent « allez-y et gagnez » lorsque les États-Unis attaquent. Mais les États-Unis ne gagnent pas. Maintenant, les États-Unis veulent se retirer et eux disent « vous ne pouvez pas simplement nous laisser tomber ». Eh bien, j'imagine que si. C'est la réalité lorsqu'on traite avec les États-Unis. Mais l'Iran, je pense, va continuer à punir Israël et à punir les Émirats arabes unis. Ils n'attaqueront pas de cibles américaines, mais ils continueront à punir. Et c'est aux États-Unis de décrocher le téléphone et de dire aux Israéliens de se calmer. Vous faites partie de cet accord. Et de dire aux Émirats arabes unis de se calmer aussi. Vous faites partie de cet accord également. Voilà, c'est là où nous en sommes. Scott, tu as mentionné les Émirats arabes unis ensemble. Nous savons que la réponse de l'Iran à l'attaque contre l'île de Syrie a été de frapper la raffinerie qui s'y trouve, une installation pétrolière sur l'île de Syrie. Ensuite, l'Iran a frappé l'Arabie saoudite, le Koweït et les Émirats arabes unis, tous. Ils ont frappé l'Arabie saoudite. Je pensais qu'ils avaient frappé le Koweït, Bahreïn et les Émirats arabes unis. Non, l'Arabie saoudite aussi. Les oléoducs. Oui, oui. Voilà la réponse. Je pense que l'escalade qui se produit en ce moment à Israël en coulisses. Dans le cas des Émirats arabes unis, je suis sûr de pouvoir dire qu'Israël est derrière tout ça. Parce que les Émirats n'ont pas ce genre de capacité pour s'en prendre à l'Iran avec ce type d'attaque. Ils ne sont pas capables de faire cela. C'est pourquoi Israël les utilise, à mon avis. Je pense que tout le calcul actuel porte sur la manière dont Donald Trump pourrait, ou sur la façon dont il serait possible pour lui, de contrôler ces gens. En gros, le gouvernement israélien. Parce que nous avons vu ce qui s'y passe. Le chef de l'opposition s'en prend à Netanyahou d'une manière qu'on n'avait jamais vue auparavant. Il attaque simplement Netanyahou parce qu'il perd sur tous les fronts. Écoutez, comme je l'ai dit, Netanyahou a des ennuis en ce moment parce qu'il a menti à Donald Trump. Il a vendu à Trump une marchandise trompeuse. Et Trump, au bout du compte, peu importe l'influence des sionistes dans son administration, ne va pas se suicider politiquement pour Benjamin Netanyahou. En ce moment, à cause de cette guerre, Trump est dans une énorme tourmente politique. Il cherche à repartir de zéro.
Le sénateur Markey vient de s'exprimer et a parlé de destitution, de poursuites pénales et d'autres choses de ce genre. Ce qui est sérieux, car Trump a violé la Constitution et le droit international. Trump ne peut pas permettre aux démocrates de prendre le pouvoir. Donald Trump can't allow the Democrats to be empowered. And Benjamin Netanyahu, basically by getting Donald Trump. Et Benjamin Netanyahu, en piégeant essentiellement Donald Trump dans ce bourbier de guerre, a donné aux démocrates le pouvoir de destituer Donald Trump, voire de le condamner et de détruire son héritage politique. Trump a donc besoin de cet accord de paix. Il en a désespérément besoin. Et au bout du compte, il va dire aux Israéliens, « Vous serez livrés à vous-même. Nous ferons la paix et vous serez laissés seuls face aux Iraniens. Ils vont vous bombarder tous les jours de la semaine et nous ne serons pas là pour vous aider à l'empêcher. Et au fait, comment allez-vous reconstruire encore une fois? Chaque fois que ces missiles iraniens frappent, ils détruisent des bâtiments. Comment allez-vous reconstruire? Qui va te soutenir là-dedans? Pas nous. Tu veux être seul? Sois seul. Tu veux jouer dans la cour des grands? Joue dans la cour des grands. Et ils vont dire la même chose aux Émirats arabes unis. Tu sais, nous serons plus qu'heureux de laisser les États-Unis gérer les Iraniens d'une manière qui permette à tous les navires de circuler, sauf les tiens. Vous voulez faire la guerre à l'Iran? Faites la guerre à l'Iran. Vous êtes des grands garçons. Vous êtes la Sparte du Moyen-Orient. Allez-y. Mais vous serez seuls. Vous allez en payer le prix. Et ni Israël, ni les Émirats arabes unis ne peuvent se débrouiller seuls. Je pense que Donald Trump, en ce moment, est désespéré d'obtenir un accord de paix. Désespéré. Parce qu'il a épuisé toutes ses capacités d'escalade. Les États-Unis ont perdu cette guerre. Nous n'avons pas la capacité de sécuriser le détroit d'Ormuz. Si nous l'avions, nous n'en parlerions pas. C'est la pure vérité. Si nous pouvions sécuriser le détroit d'Ormuz, nous le ferions. Nous ne le pouvons pas. C'est pourquoi, nous voulions sécuriser le matériel nucléaire. Impossible. Mission échouée. Donc c'est fini. Nous n'avons plus rien. Nous ne pouvons pas intensifier. Nous n'avons pas la capacité militaire en force conventionnelle sur le terrain. Et avec la puissance aérienne, tout ce que nous pouvons faire, c'est commettre des crimes de guerre. Je pense qu'il subit une forte opposition. Lorsqu'il a présenté sa théorie du fou, je pense que beaucoup de personnes dans son administration ont dit « Non, patron, c'est un génocide, c'est une punition collective, c'est un crime de guerre. Nous ne pouvons pas faire ça. » Et donc il est arrivé au bout du chemin. Il doit à ce stade trouver une voie vers la paix. Les Iraniens aussi. Je veux dire encore une fois, je vais simplement souligner ceci. La direction iranienne n'est pas là pour se suicider au nom de fanatiques. Pour la première fois de leur histoire, ils ont la possibilité de voir toutes les sanctions levées, d'obtenir un certificat de bonne conduite de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de voir les restrictions du directeur général levées par le Conseil de sécurité, un certificat de bonne conduite complet et clair, et la possibilité de vendre leur pétrole comme ils le souhaitent, à des prix de marché équitables, plus de fortes remises. Savez-vous ce qui va arriver à l'Iran quand ce robinet s'ouvrira, quand cet argent commencera à affluer? Oui, ils vont devoir reconstruire et tout le reste. C'est juste détruit, des bâtiments et des ponts. Tu sais, beaucoup d'entre eux allaient de toute façon être reconstruits. L'Iran va ressembler à Dubaï. Je veux dire, on parle de nouveaux bâtiments, de nouvelles constructions. Peut-être que Téhéran, on en a parlé plus tôt, toi et moi, Téhéran est trop encombré. Peut-être qu'ils peuvent construire cette nouvelle capitale maintenant, à partir de zéro, parce qu'ils auront l'argent pour le faire. Le gouvernement iranien pourra tenir toutes les promesses qu'il a faites au peuple iranien concernant une meilleure qualité de vie, une monnaie stable. Je veux dire, être un homme d'affaires en Iran maintenant, avec une monnaie stable, c'est du jamais vu. Les BRICS, tout le potentiel des BRICS, toutes ces bonnes choses sont sur le point d'arriver à l'Iran. Et l'Iran en a besoin. Mais ils ne vont pas se rendre. Ils sont prêts
à faire des compromis. Et je pense que l'un de ces compromis, c'est qu'ils vont accepter cet accord qui était sur la table avant la fin de la guerre. Ils vont l'accepter parce qu'ils l'avaient déjà accepté. Ils savent que c'est une limite qu'ils peuvent atteindre. Ils n'ont pas d'armes d'Amphokfo. Ils ne veulent pas d'armes nucléaires. Bien sûr que non, ils n'en ont pas besoin. Ils viennent de prouver qu'ils peuvent battre les États-Unis sans cela. Le plus important ici, c'est que ce n'est plus une théorie. L'Iran a battu les États-Unis dans un affrontement conventionnel pur et simple. Et ils ont battu les Israéliens. Et ils ont battu les Émiratis. Ils ont battu tout le monde. L'Iran sort de tout cela avec une victoire magistrale, en tant que nation, en tant que peuple, en tant que collectif. Ils ont toutes les raisons d'être fiers. Il n'y a donc aucune raison pour eux de se suicider. C'est pourquoi je pense que l'Iran avale, tu sais, cette petite coupe de poison, par fierté peut-être. Mais encore une fois, regarde Donald Trump. Ce n'est pas à l'Iran qu'on a dit quand les cloches des navires sonnaient de reculer. On ne peut pas faire ça. Donald Trump disant « Oui, eh bien, peut-être que nous travaillerons avec les Iraniens pour mettre en place un système de péage conjoint. Vous savez, où nous gagnerions tous les deux de l'argent grâce à cet accord. » Et beaucoup de gens se demandent « Pourquoi l'Iran ferait-il ça? Pourquoi ne le ferait-il pas ?» Je veux dire encore une fois, donner à Donald Trump quelques avantages pour le garder dans la partie, pour faire tomber Israël, pour faire tomber les Émirats arabes unis, pour ramener le calme, afin qu'il y ait, vous savez, des accords à conclure ici qui ne signifient pas que l'Iran a perdu cette guerre. Il y a des accords à conclure ici pour garantir que l'Iran en tire d'énormes bénéfices. Mais cela va exiger que les États-Unis décrochent le téléphone et préviennent Israël et les Émirats arabes unis. Si Trump n'est pas prêt à le faire, alors je ne pense pas qu'il y aura de cessez-le-feu. Et ce sera la fin de Donald Trump politiquement. Je veux dire, ce qu'il faut tous garder à l'esprit ici, c'est que même si la mainmise de l'Iran sur le détroit d'Ormuz provoque une crise énergétique mondiale et crée des problèmes géopolitiques, ce n'est pas la principale préoccupation de Donald Trump. Sa principale préoccupation, c'est que sa base se sent trahie et qu'il doit réparer sa relation avec elle. Pour cela, il a besoin de paix. Il doit se présenter comme un artisan de la paix. Il y a donc ici une marge de manœuvre pour l'Iran, la Chine, la Russie et tous les autres, afin de donner une bonne image de Donald Trump. Mais les perdants dans ce jeu sont ceux qui ont applaudi à la guerre, les Émirats arabes unis et Israël. Ils ne sortiront pas vainqueurs. Ils ne seront peut-être pas vaincus au point d'être mis à genoux, mais ils ne finiront pas en position de force. Et cela pourrait bien marquer la fin de Benjamin Netanyahou. Déjà, l'opposition réclame sa tête. Je pense que l'administration Trump a déjà beaucoup sacrifié pour Israël jusqu'à présent. Je pense, comme vous l'avez mentionné, qu'ils en arrivent à un point où cela suffit. Peut-être. Je ne sais pas. Mais comment voyez-vous les négociations? Ils disent que vendredi, ils vont se rencontrer, et ensuite, ils ont dit que J.D. Vance ne sera pas présent pour des raisons de sécurité. Je ne considère pas Steve Witkoff et Jared Kushner comme, l'Iran ne les considère pas comme des négociateurs sérieux. C'est pourquoi ils doivent apporter quelque chose de nouveau, un peu d'air frais dans les négociations, ce qui serait J.D. Vance d'ailleurs. Et cela l'aiderait dans la prochaine élection présidentielle. Oui, on verra comment ça se passe. Je suis d'accord avec toi. Je veux dire, Witkoff et Kushner n'ont absolument aucune crédibilité. Ce sont eux qui ont négocié lorsque les États-Unis ont commis une perfidie en juin et en février. Il n'y a aucune confiance. Personne ne pourrait leur faire confiance. J.D. Vance est la solution. Tu sais, comment faire venir J.D. Vance à la table? Faut-il changer de lieu? Ce serait un coup dur pour le Pakistan, qui a beaucoup travaillé pour mettre tout cela en place.
Mais non, je suis d'accord. Je ne vois pas comment les Iraniens pourraient traiter avec Witkoff et Kushner. Ils ont besoin d'un J.D. Vance. Et pour J.D. Vance, il en a besoin aussi. Il s'est déjà prononcé contre cette guerre et il pourrait aider Donald Trump à obtenir la paix dont il a besoin, tout en renforçant ses propres références comme dirigeant national sur la scène mondiale. Donc, ils trouveront un moyen de mettre J.D. Vance en contact les Iraniens. J'en suis convaincu. They will find a way to get J.D. Vance connected with the Iranians. I'm confident about that. We had, I talked with. Nous pensions, j'ai parlé avec John Helmer, et il a mentionné deux factions au sein de l'administration Trump, la faction juive et la faction chrétienne. Il a dit que J.D. Vance faisait partie de la faction chrétienne, ce qui explique pourquoi il n'était pas vraiment en accord avec ce qui se passe avec l'Iran, ou contre l'Iran, avec la guerre. Pensez-vous que cette faction va se renforcer avec le temps et d'une certaine manière sauver Donald Trump et son administration? Somehow save Donald Trump and his administration? Yeah, there's a potential. I mean, the whole reason of Oui, this peace il y a un plan potentiel. is to Je veux see dire, Donald toute Trump la raison d'être de ce plan de paix, c'est de sauver l'administration de Donald Trump. Et je pense que Donald Trump a fini par se rendre compte qu'il a été entraîné sur la mauvaise voie. Vous savez, ce groupe pro-israélien l'a presque tué politiquement, et les Israéliens n'ont rien tenu de leurs promesses. Ils n'ont rien livré du tout. Vous savez, la politique, c'est l'art de faire passer du fumier pour un steak de côte de bœuf. Mais il faut quand même un peu de réalité. Et je pense qu'il va y avoir des gens qui vont maintenant se rallier autour de J.D. Vance, qui vont fournir le remède dont la base MAGA a besoin pour se regrouper autour de Donald Trump. Et vous savez, d'abord, le faire passer à travers les élections de mi-mandat. J.D. Vance ne deviendra pas président des États-Unis si les démocrates gagnent et prennent la Chambre en novembre, parce que J.D. Vance va être entaché par cette administration. Les audiences de destitution et la criminalité, une criminalité pure et simple à tous les niveaux. Il faut éviter cela. Et donc je pense que Donald Trump va faire tout ce qu'il peut pour redorer l'image de J.D. Vance, parce que cela aidera Donald Trump. polished up Yeah. because it'll help Donald Trump. I think, Scott, the latest operation in Iran, Je pense, Scott, as they call que la it, dernière opération en rescue Iran, comme il l'appelle, rescue of l'opération de pilots, sauvetage, second pilot le sauvetage des operation, pilotes, that la deuxième opération de hugely pilotes, a eu une influence influential, énorme, d'une certaine manière somehow liée what- à cette décision what de la part de Donald decision on Trump. the part of Donald Parce Trump. que juste Right après after cela, he said that il a dit on que mardi à 20h, nous aurions une sorte d'ultimatum pour les Iraniens. Mais que s'est-il réellement passé lors de cette opération? Parce que nous avons eu Donald Trump qui a parlé pendant plus d'une heure, expliquant chaque détail. He was explaining each and every detail. Then we had, General King. Puis nous avons eu le général Kim, qui est venu au pupitre, disant que tout le monde en Iran nous tirait dessus. Vous savez, avec des fusils, avec tout. C'est totalement différent de l'image que les Israéliens et l'administration Trump avaient donnée auparavant, car il disait que le peuple était prêt à être, vous savez, libéré par nos forces. Mais lorsqu'ils vont en Iran, ils voient autre chose. Et l'opération, toute l'opération, quelle était cette opération? Quelle a été la conséquence de cette opération qui a conduit à ce genre de cessez-le-feu, ce cessez-le-feu de 2 semaines? To come to this sort of ceasefire, 2-week ceasefire. Well, the operation wasn't a rescue mission by design. Eh bien, l'opération n'était pas conçue comme une mission de sauvetage. Elle a peut-être fini par en devenir une, mais en réalité, il s'agissait d'une force opérationnelle spéciale, conjointe, travaillant sous le commandement direct de l'autorité nationale de commandement. Je veux dire, c'est en dehors des cercles du commandement central, exécutant une mission ordonnée par la Maison-Blanche. On ne monte pas quelque chose comme ça à la dernière minute. Nous savons que les États-Unis avaient une bonne idée de l'endroit où se trouvait le matériau nucléaire. Pourquoi? Tulsi Gabbard nous l'a dit lors d'une audience publique. Elle n'est pas entrée dans les détails, mais nous savons qu'elle l'a dit. She didn't get into too much detail. She said that it's going private, but we know that. We know she said that.
And we know that the Wall Street Journal started publishing details. Et nous savons que le Wall Street Journal a commencé à publier des détails sur les préparatifs d'un raid visant à saisir l'uranium enrichi à 60%. Cela est devenu la nouvelle manière d'afficher une victoire, car jusqu'à présent, nous perdons cette guerre. Alors, comment déclarer la victoire? Il nous faut quelque chose. Donald Trump pouvait donc dire « Nous devons soit saisir le matériau, soit rouvrir le détroit d'Ormuz, soit faire les deux. » Et ainsi, des plans militaires ont été élaborés pour les deux options. Ce raid nucléaire, et je crois qu'il s'agissait bien d'un raid nucléaire, il y a tellement d'informations qui suggèrent que c'est bien de cela qu'il s'agissait. Ça a échoué. Les Iraniens nous ont battus. Ils l'ont détecté et ont rendu son exécution impossible. Maintenant, qu'il y ait eu ou non, vous savez, une adaptation du plan de mission avant ou après le lancement, je pense après, parce que je crois qu'ils sont arrivés sur le terrain, la mission a échoué, et ils ont dit, eh bien, faisons au moins sortir le pilote. Ou bien le pilote pouvait être une ruse. Nous ne savons pas ce qui se passait avec ce pilote. Si tout cela était réel ou simplement une histoire inventée pour dissimuler le fait que la principale unité de commando américaine avait échoué. C'était une mission ratée. Tu sais, je pense que nous pouvons reconstituer avec soin où ils allaient. Il y a suffisamment d'indices à ce sujet. Tulsi a dit qu'elle savait où c'était. Le Bulletin of the Atomic Scientists a publié un article très détaillé sur l'AEA et le suivi par satellite, montrant qu'ils sont convaincus qu'à l'entrée sud du complexe de tunnels d'Ispahan, un camion a transporté 28 cylindres de stockage bleu, ce qui correspond à la manière dont on suremballe les conteneurs d'hexafluorure d'uranium, et qu'il se trouvait à l'entrée sud du tunnel. Ce tunnel sud a été scellé. Alors, si c'est là, comment l'obtenir? Vous n'allez pas avoir une bande de Navy SEAL et de gars de la Delta, peu importe la taille de leurs biceps, assis là à creuser ça à la main. Vous ne pourrez pas non plus amener un bulldozer ou quoi que ce soit de ce genre. Allez voir du côté de Firdos pour vous inspirer. Firdos était l'installation souterraine d'enrichissement qui a été bombardée par les États-Unis lors de l'opération Midnight Hammer. Vous savez, tout le monde disait qu'on ne pouvait pas la faire s'effondrer. C'est trop profond et tout ce genre de choses. Mais la DARPA a passé des années à trouver un conduit de ventilation, a fait l'évaluation technique et nous avons envoyé 2 bombes directement dans ce conduit et nous avons obtenu un certain résultat. Même les Iraniens ont reconnu que oui, nous avions obtenu un résultat. Ils ne nous disent pas lequel, mais nous avons obtenu un résultat. Mon hypothèse se fonde sur ce que le président a dit. Il a affirmé que nous disposions d'un équipement d'escalade pour gravir des montagnes. Or, nous ne gravissions pas de montagnes, nous descendions une montagne. Je crois qu'il y avait un puits de ventilation quelque part dans le complexe du tunnel sud qui avait été découvert. Les plans d'ingénierie avaient été retrouvés et nous devions nous poser au-dessus de ce puits de ventilation, y descendre, extraire le matériel, le remonter, puis le transporter par avion. Je pense que c'était la mission et qu'elle pouvait se dérouler sur plusieurs jours. Nous devions atterrir sur un aérodrome, le saisir et le tenir. Remarquez que Trump a dit que nous avions des missiles anti-aériens. Cela implique que nous nous déployions pour sécuriser un périmètre. Nous avions des avions, des bombardiers B-1, spécifiquement désignés pour couper les routes menant à cette zone. Et ils ont commencé cette mission. On peut rester ici et discuter de la façon dont il s'agissait d'empêcher les gens d'atteindre le pilote. Non, ils ont bombardé ces routes pour empêcher le matériel militaire lourd d'atteindre l'aérodrome que nous tenions. Nous avions des avions qui arrivaient. Le problème, c'est que les Iraniens pouvaient nous tirer dessus. Nous ne contrôlions pas le ciel. Il semble que le premier C-130
et atterrit sur l'aérodrome sans trop d'obstacles. Il s'est enlisé à la fin, mais c'est une autre histoire. Le second, en revanche, semble avoir été effectivement pris pour cible et a subi des dommages. Il y a des preuves matérielles de ces dégâts. Nous ne savons pas s'il y a eu des victimes, mais il a été endommagé et a atterri. La question est, a-t-il pu repartir? Et qu'est-il arrivé au matériel à bord? Vous savez, certains des hélicoptères, les Little Bird, étaient stationnés à l'extérieur et ont été détruits, mais d'autres étaient encore sur l'appareil. Cela implique qu'ils ont été touchés et sont devenus inutilisables pour la mission. La mission a donc été annulée lorsque le deuxième C-130 est arrivé, a été touché en approche et a dû faire demi-tour. C'est à ce moment-là que nous avons compris que nous n'avions pas les ressources nécessaires pour la mener à bien. Nous étions compromis. On ne peut pas, si l'on doit opérer plusieurs jours. L'idée est d'atterrir de nuit et d'agir de nuit, mais pendant la journée de rester discret. Mais là, nous devions agir, et nous avions été repérés. Les Iraniens arrivaient. Cette mission est partie complètement en vrille. Ce fut une énorme humiliation. C'est pour ça qu'on a déployé tant d'efforts pour présenter cette affaire comme autre chose que ce qu'elle était. C'était une mission ratée visant à attaquer Ispahan, qui a été transformée en histoire de couverture. Je veux dire, je ne suis pas un expert en technologie, mais tout ce truc de la CIA détectant le battement de cœur d'un pilote à 60 km de distance, franchement, ça sent la foutaise à plein nez. Ce n'est même pas drôle. Ils doivent trouver une meilleure histoire que ça. Et personne n'a vraiment expliqué comment le pilote a pu rejoindre son appareil après s'être éjecté avec une cheville cassée. Plus j'y regarde, plus je me dis que ce n'est pas une histoire crédible. Qui sait? La vérité finira bien par sortir, parce que les gens parleront, des livres seront écrits, des films seront tournés. Donc on finira par savoir. Mais au bout du compte, on a échoué. C'est une énorme humiliation pour le président. Alors il s'est tourné vers « Pouvons-nous prendre le détroit d'Ormuz ?» Et je crois que l'armée a répondu non. À présent, le président se retrouve face à une mission ratée pour récupérer le matériel nucléaire, donc il n'est plus invincible. Tu sais, Pete Hegseth a dit « Nous sommes létaux, nous sommes meilleurs, nous pourrions le faire mieux. » Eh bien, Pete, vous avez été battu par une bande de fermiers avec des fusils à verrou et quelques unités de police utilisant le ZSU-2 qui vous ont descendu en arrivant. Vous n'avez pas été vaincu par une technologie iranienne de pointe. Vous avez été vaincu par des Iraniens défendant leur pays qui ont abattu vos avions. Et voilà. Maintenant, vous voulez aller prendre une île que vous ne pouvez pas prendre. Et je crois que l'armée a dit « Nous ne pouvons pas accomplir cette mission ». Alors maintenant, Trump est... Oh, je vais m'arrêter parce que je ne sais plus où nous en sommes. Scott, j'ai eu un problème avec la connexion Internet, mais elle revient. Quoi qu'il en soit, une nouvelle de dernière minute. Nous venons d'apprendre, d'après le Wall Street Journal, que l'Iran a informé les médiateurs qu'il ne participerait aux réunions d'Islamabad, au Pakistan, que si un cessez-le-feu est garanti pour le Liban. Oui, je pense que la situation au Liban devient sérieuse. Qu'en penses-tu? Comment vois-tu les choses en ce moment? Parce que c'est crucial, c'est fragile. Nous savons que le cessez-le-feu n'en est encore qu'à ses premières heures. Comment vois-tu son évolution avec le temps? Et comment penses-tu que les deux parties vont le gérer? Non, comme je l'ai dit, les États-Unis vont devoir intervenir et ramener Israël à la raison. Sinon, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Et Donald Trump n'a pas le choix. Il ne joue pas ici. Il n'a aucune carte en main. Donald Trump doit ramener Israël à la raison. Sinon, cette guerre continuera. Et maintenant, vous savez, l'Iran aura une position morale encore plus forte pour dire « Nous voulions la paix, mais Israël commettait un génocide contre les Libanais, et nous avons dit que cela devait en faire partie. »
Les États-Unis refusent de coopérer. Il faut exercer une pression sur le détroit d'Ormuz. Squeeze the Strait of Hormuz. Yes, it's getting serious, but Oui, les choses deviennent sérieuses, mais je crois sincèrement que les États-Unis ne vont pas sacrifier l'héritage politique de Donald Trump à cause des ambitions d'Israël au Liban. Encore une fois, on ne peut pas se déclarer vainqueur sans avoir vaincu l'ennemi. Israël essaie de faire croire qu'il détient toutes les cartes au Liban. Ils sont en train de perdre. Ils ne gagnent pas. Vous savez, ils en reviennent à ce qu'ils font toujours, punir collectivement le peuple libanais. Cela ne peut pas être toléré. Donc je pense que les États-Unis vont intervenir et dire non. Cela fait aussi partie du cessez-le-feu. this is part of the ceasefire as well. Je pense, Scott, que lorsque tu parles des États-Unis s'asseyant à la table avec l'Iran et avec la Chine, je dirais que la Russie devrait également en faire partie. Il doit y avoir une sorte de grande stratégie de la part de Donald Trump pour aller dans cette direction. Penses-tu que cela va se produire? Car après tout, la sécurité du Moyen-Orient repose actuellement sur les décisions de l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Je pense que cette réalité est pleinement comprise par l'administration Trump. Comment ça va-t-il se jouer pour la région et pour la coopération entre les deux pays, l'Iran et les États-Unis? I mean, there's going to have to be, first of all, Je veux dire, il va falloir d'abord, avant tout, définir l'objectif à long terme, qui est bien sûr la normalisation des relations. Ce serait le but. Je ne vois pas cela se produire du jour au lendemain. Vous savez, je ne vois pas d'ambassade s'ouvrir sur le territoire de l'autre pour le moment. Par le biais des BRICS, de la Chine, de la Russie, des réunions peuvent avoir lieu où des représentants iraniens et américains se trouvent dans la même salle. Peut-être qu'ils peuvent se rencontrer en marge et entamer un dialogue, une discussion. Mais la confiance doit être instaurée. Le cessez-le-feu doit tenir. La paix doit éclore. Cela doit arriver. Et ensuite, les Iraniens doivent en percevoir les avantages. Tout cela ne reste que des mots tant que l'argent ne commence pas à affluer et que l'Iran ne commence pas à tenir ses promesses envers son peuple. Donc, je ne sais pas, est-ce que la connexion Internet va bien? I don't know, is the internet okay? Yeah, I'm here. Ouais, je suis là, Scott. Internet est revenu maintenant. Ouais. Yeah. So, Alors, tu sais, you know, peace isn't going to break out instantly between the United la paix States and ne va Iran, pas but, éclater instantanément entre les États-Unis et l'Iran, mais l'Iran va devoir percevoir les avantages de cette proposition, et cela doit se produire assez rapidement. Et Trump doit survivre politiquement. Trump has to survive Je veux dire encore une fois, Trump ne va pas se sacrifier pour qui que ce soit. on behalf of Donc je pense vraiment que vous allez voir les deux parties déterminées à faire en sorte que cela fonctionne. Ils vont trouver une solution. Écoutez, Trump fait face à un monde totalement nouveau ici. Avant cela, nous pensions pouvoir tenir le détroit d'Ormuz, ce qui signifiait que nous pensions pouvoir contrôler les voies maritimes de la mer de Chine méridionale. Nous ne contrôlons rien. La nouvelle réalité, c'est que nous ne contrôlons rien, absolument rien. Vous savez, nous n'avons même pas pu sécuriser le détroit d'Ormuz. Comment pouvons-nous penser que nous empêchons la Chine de fermer la mer de Chine méridionale en cas de grande crise? we're going to stop China from shutting down the South China Sea in any big crisis. This changes everything. Cela change tout. Vous savez, Trump doit comprendre que Pete Hegseth ne peut tenir aucune de ses promesses. Aucune. Ce qui signifie, vous savez, qu'il faut se référer au document de la stratégie de sécurité nationale de novembre 2025, quand on parle de supériorité militaire sur la Chine. C'est notre approche dans le Pacifique. C'est terminé. La supériorité militaire, ça n'existe pas. Ce qu'il faut espérer, c'est que nous cessions de militariser ces conflits. Nous devons commencer à traiter avec les Chinois sur le plan économique et diplomatique. Et je pense que vous allez voir cela comme le nouveau Donald Trump. Et c'est la même chose avec la Russie. Vous savez, nous en avons désespérément besoin.
Et ce n'est pas comme si, d'accord, le détroit d'Ormuz est ouvert, et donc nous allons être de nouveau en Russie. Les dégâts qui ont été causés vont durer de nombreux mois, peut-être des années, et nous avons besoin de l'énergie russe sur le marché. En plus, le monde en a tout simplement assez des sanctions américaines. Il en a assez. Donc je pense que Trump doit entrer dans un tout nouveau monde de relations. Et ces relations feront partie des garanties de sécurité dont dispose l'Iran. Une fois que vous démilitarisez le mécanisme américain d'interaction avec le monde, tout change. Et je pense qu'un des aspects importants de la victoire iranienne ici, c'est qu'elle avertit Trump que cette machine militaire que Pete Hegseth a promue n'apporte aucune solution. Elle ne fait que créer des problèmes. Cela ne veut pas dire que l'Amérique renonce à son armée, mais peut-être que cela signifie que nous devrions commencer à consacrer plus d'efforts à la diplomatie. Je pense que cela est lié aux bases américaines au Moyen-Orient. Comment voyez-vous la politique de l'administration Trump concernant ces bases? Vont-ils se retirer? Parce que cela fait partie de l'accord que l'Iran demande. Et honnêtement, je ne vois pas, jusqu'à présent, à quoi ces bases ont servi dans cette guerre. Vous savez, pendant si longtemps, les États-Unis ont utilisé ces bases comme une sorte de garantie de sécurité pour ces pays. Mais au final, ça n'a pas fonctionné. Les bases visaient à projeter la puissance militaire américaine dans la région afin que nous puissions contrôler le pétrole, contrôler l'énergie, contenir l'Iran, au départ pour contenir l'Irak, puis pour vaincre l'État islamique et tout ce qui s'ensuit. Je pense que vous allez voir beaucoup de déclarations de victoire. Les États-Unis vont dire « Nous avons le problème de l'État islamique sous contrôle. Nous pouvons remettre l'Irak aux Irakiens et nous pouvons sortir d'Irak. » Nous ne voulons pas admettre que nous avons été chassés d'Irak. Vous savez, quel est le but de la base aérienne d'Al-Udeid? Il n'y a aucune raison d'avoir une base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, même si les Qataris étaient disposés à nous y laisser revenir, ce qui apparemment n'est pas le cas. Cela n'a aucun sens. Nous n'en avons pas besoin. On peut donc dire que la paix est rompue. Cet accord de paix avec l'Iran, je connais des gens, j'aimerais juste pouvoir remonter le temps et revoir les commentaires où certains disaient des choses stupides. Donald Trump va présenter cela comme l'un des plus grands accomplissements pacificateurs de sa carrière. Il doit le présenter ainsi, parce que cette guerre a bouleversé tous les paradigmes existants. Avant cette guerre, on ne pouvait même pas commencer à envisager la paix, car Israël et l'Iran, ils étaient toujours en désaccord. Nous n'avons pas pu résoudre la question du Liban. Nous ne pouvions pas faire ceci, nous ne pouvions pas faire cela. Et l'Amérique devait être là, mais nous ne voulons pas être là. Nous ne sommes pas les policiers du monde. Nous avions donc besoin de cette guerre pour briser le paradigme, pour redéfinir les relations dans le Golfe. Et maintenant que nous l'avons fait, nous serons présents sur le plan économique. Nous dirigerons sur le plan économique. Mais nous n'avons pas besoin d'y maintenir notre armée. Il y a la paix, donc il n'y a plus besoin du pacificateur américain. Et nos garçons et nos filles rentrent à la maison. Sur Donald Trump, prix Nobel de la paix, je suis le plus grand homme ayant jamais marché sur la face de la terre. C'est le genre de discours qu'on va nous vendre. Et d'une certaine manière, soyons honnêtes, cette guerre, eh bien, on ne peut pas nier que c'est une guerre d'agression illégale. Mais si le résultat final, c'est la paix, que l'Iran vend du pétrole et de l'énergie sans sanction, et qu'Israël ne menace plus l'Iran quotidiennement, le Liban vivant en paix, peut-être même un État palestinien. Si tout cela en découle, alors que Donald Trump le présente comme il veut, écoute, il sera de toute façon hors du pouvoir dans 2 ans. Il ne restera pas éternellement.
Mais tu sais, nous n'avons pas toujours besoin de chercher le mal dans chaque chose. Je ne dis pas que Donald Trump est bon. Je ne le dis pas. Je ne soutiens pas ce qu'il fait. Je dis simplement qu'à cause de l'Iran, à cause du sacrifice du peuple iranien, du sacrifice du peuple libanais, du sacrifice du Hezbollah, du sacrifice du peuple palestinien, nous sommes aujourd'hui dans une situation où le militarisme des États-Unis n'est plus le bienvenu au Moyen-Orient. Et les États-Unis partiront. C'est la réalité. Allons-nous partir complètement? Je ne sais pas. Je pense que ce sera progressif. Mais je ne pense pas que nous reviendrons au Qatar. Je pense que la 5e flotte à Bahreïn appartient au passé. Vous savez, il n'y aura plus de 5e flotte. Peut-être un détachement des gardes-côtes, chargé d'aider, vous savez, à secourir des marins noyés dans le détroit d'Ormuz, avec la marine iranienne, les Américains et les Iraniens travaillant ensemble dans la paix et l'harmonie. Qui sait? Mais vous savez, nous n'aurons plus besoin du renforcement militaire au Koweït. Nous pourrons ramener tout ce personnel à la maison. Vous savez, c'est la même chose avec Abu Dhabi. Nous n'avons pas besoin des bases que nous avons là-bas. En Arabie Saoudite, nous pourrions conserver une sorte de capacité logistique résiduelle, mais elle finira par être retirée elle aussi. C'est l'une des plus grandes victoires que les Iraniens puissent espérer. Il est simplement important, à ce stade, de ne pas la présenter comme une victoire. Il faut juste laisser les choses se faire. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est simplement de laisser les choses se faire. Et Trump, peu importe comment il présente ça, est-ce que les Iraniens se soucient de la politique intérieure américaine? Laissez Donald Trump jouer à ses stupides jeux politiques internes. Tant que les troupes partent, peu importe comment il présente ça, peu importe. Scott, comment vois-tu Dubaï? Comment vois-tu les Émirats arabes unis dans le scénario que tu viens d'évoquer? Tout dépend de la manière dont ils veulent gérer la situation. Tu sais, ils sont déséquilibrés parce que l'Iran conserve le contrôle du détroit d'Ormuz. Et cela les place dans une position délicate. Ils vont parler d'un oléoduc et de tout ce genre de choses. Mais au bout du compte, cela signifie que l'Iran est l'acteur dominant dans la région. Et qu'Oman devient le partenaire clé, pas les Émirats arabes unis. Les Émirats ont gâché cette occasion. Ils auraient pu être le partenaire clé. Ils auraient pu être un partenaire pour la paix, mais ils ne l'ont pas été. Ils ont été un partenaire pour la guerre. L'autre conséquence, selon moi, c'est que cela va aussi creuser le fossé entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Donc ils sont dans une mauvaise posture. Je pense qu'ils ont de gros ennuis. Oui. Ils avaient... Scott, tu m'entends? Oui, tu es de retour. Ils avaient cette division, Scott. Ils avaient cette division au Yémen, entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Je pense que c'est en train de se produire en ce moment aussi. Je ne pense pas que les Émirats arabes unis vont s'en sortir. Dans toute la région, ils étaient présents au Soudan, ils sont présents en mer Rouge. Les Émirats arabes unis essayent de s'emparer de ports pour rivaliser avec l'influence saoudienne. Je pense que les Émirats ont perdu ce statut et qu'ils vont devoir désormais se concentrer sur leur survie, littéralement sur leur survie. Comment maintenir les investissements? Comment garder l'intérêt des centres financiers pour Dubaï? Écoutez, l'Iran et les BRICS, encore une fois, je ne peux pas prédire l'avenir, mais peut-être que l'Iran construira une nouvelle capitale et que cette capitale deviendra un pôle financier pour l'Union économique eurasiatique en Asie centrale. Et vous savez, peut-être que l'Iran commencera à attirer le type d'investissement étranger que Dubaï cherchait à attirer, parce que l'Iran est un meilleur acteur pour cela. Je vois simplement que l'Iran va se retrouver en concurrence avec les Émirats arabes unis sur de nombreux fronts,
et qu'il aura bien plus d'influence. Les Émirats ont tout gâché. Ils ont voulu se présenter comme la Sparte du Moyen-Orient. Ils sont devenus une nation très militariste. Ils cherchaient à défier l'Arabie saoudite pour la suprématie, et tout s'effondre autour d'eux. Jusqu'où ira cet effondrement? Je n'en sais rien. Mais je pense sincèrement que la famille régnante doit commencer à réfléchir à sa propre survie, car la situation pourrait devenir incontrôlable, au point que la population se retourne contre elle et qu'elle doit fuir. Et ils ne fuiront pas vers Riyad. Alors, où iront-ils? C'est une bonne question. Peut-être que les Iraniens les accueilleront. Qui sait? Scott, je pense que les politiques d'Israël devraient essentiellement dépendre de ses capacités actuelles, en matière d'autodéfense, d'intercepteurs, de radars. Nous savons que l'Iran a pratiquement détruit la plupart de ses radars à l'intérieur d'Israël, pas à l'extérieur. Je ne parle pas des pays du CCG. Alors veulent-ils vraiment rester dans ce combat, poursuivre cette guerre? Parce que regardez cette photo que nous avons vue, l'un des intercepteurs qu'Israël utilise pour la fronde de David, et elle montre que le missile a été produit en 2026. Et vous savez, c'est la réalité. Je pense que l'une des principales raisons pour lesquelles Donald Trump ne voit pas de solution militaire à la situation actuelle, s'il croit littéralement que Israël est en difficulté. Je veux dire, l'intercepteur que tu as montré, je crois que c'était un intercepteur de la fronde de David, mais il avait été adapté pour être utilisé dans un système Arrow, parce qu'ils n'ont plus de missiles Arrow. Donc ils ont plus. Israël est en difficulté. Ils sont dans une situation très grave. Ils ont une armée très puissante. Je veux dire, ils ont encore la capacité de lancer des frappes aériennes, non seulement contre le Liban, mais aussi contre l'Iran. Tu sais, ils ont déjà prouvé qu'ils en étaient capables. Mais c'est tout ce qu'ils ont. Sur le plan économique, ils se sont effondrés. Il n'y a plus d'économie pour eux en ce moment. Comment vont-ils faire? Vous savez, personne ne parle de la reconstruction, des coûts de reconstruction. D'où viendra cet argent? Est-ce que le contribuable américain va payer pour ça? Non. Est-ce que les Chinois vont venir payer pour ça? Non. Qui va payer alors? Israël est dans une situation très très difficile en ce moment et il traverse une énorme crise politique, Netanyahou contre l'opposition. Je pense qu'Israël va devoir se réduire et devenir un acteur plus responsable, concentré sur la préservation de ce qu'il possède plutôt que sur la création de ce qu'il n'a pas, comme un grand Israël. je pense que la question en ce moment est de savoir si les États-Unis vont négocier de bonne foi ou s'ils vont conclure une sorte d'accord du type Minsk II. Si vous vous souvenez, c'était entre la Russie, l'Allemagne et la France pendant le conflit en Ukraine. Y a-t-il quelque chose à comprendre à ce sujet? Voyez-vous cette administration comme capable de saisir ce qui est en jeu pour elle, ainsi que l'histoire de ce genre de fausses négociations? Parce que je ne vois pas ça se produire. Je ne vois pas en quoi cela aiderait ou ferait progresser quoi que ce soit au Moyen-Orient, ni en quoi cela améliorerait la situation là-bas. Malheureusement, tu as raison sur ce point. Mais parfois, plusieurs facteurs se rejoignent. Cette administration n'a qu'un objectif, se préserver elle-même, tout simplement. Et donc, il est désormais dans son intérêt d'assurer la stabilité au Moyen-Orient. Pas une fausse stabilité. Car encore une fois, ils doivent comprendre que si on joue à des jeux stupides, tout cela pourrait se désagréger cet été, et ce serait fini. Ce serait la fin de Trump. Si tout s'effondre cet été, si la guerre éclate de nouveau partout, ce sera l'héritage de Donald Trump. Ce sera terminé. Ils vont donc devoir faire appel à des experts. Ceux qui ont promu cette guerre ne vont pas promouvoir la paix. Il faudra faire venir des gens qui comprennent l'Iran et, tu sais, qui ont une vision plus globale des choses.
Il y a là un certain potentiel. Encore une fois, je vais peut-être fâcher ton public, mais peu importe, parce que l'Iran, I'm going to get your audience mad, but I don't care because I know what I'm talking about. This board of peace is a joke. ce Conseil de la paix est une plaisanterie. Nous savons que c'en est une. Nous savons que c'est un jeu d'ego de Donald Trump. Mais parfois, les plaisanteries peuvent être utiles. Regardez la composition du Conseil de la paix. Regardez les personnes qui y ont adhéré. Ce sont tous des acteurs régionaux et ils ont été initialement impliqués pour fabriquer une sorte de solution pour Gaza. Mais ce sont les mêmes acteurs qui devraient jouer un rôle dans le Golfe Persique. Les mêmes acteurs. Il y a là un potentiel. Et encore une fois, Donald Trump a créé quelque chose. Son ego est en jeu. Mais s'il peut prendre le Conseil de la paix et écouter les personnes qui en font partie, pas les Kushner ni les Américains, qui ne sont que des acteurs politiques, mais écouter les acteurs des États arabes du Golfe, qui doivent désormais s'engager dans cette paix, car il est dans leur intérêt d'avoir un accord de paix. Because it's in their best interest to have a peace. You can use this board of peace to Vous pouvez utiliser ce Conseil de la paix pour vous engager dans une dynamique plus large de paix et de stabilité. Et cela serait à l'avantage de Donald Trump. Voyez maintenant, Trump fait quelque chose qui sert son intérêt politique, mais aussi quelque chose qui doit réellement prendre en compte l'histoire, les cultures, les réalités. Et non pas en ayant Jared Kushner ou Steve Witkoff comme filtre, mais en ayant les véritables acteurs, les chefs d'État, les premiers ministres, les personnes qui se tenaient à ses côtés sur cette tribune lorsqu'il a proclamé le Conseil de la paix. Maintenant, amenez-les à se rassembler et à adhérer à cette idée. Il y a là un potentiel. Cela ne veut pas dire que cela va se produire. Cela ne veut pas dire que Donald Trump possède les compétences nécessaires pour y parvenir. Mais il y a tout de même un potentiel pour que quelque chose de positif en ressorte. but there's still potential for something good to happen here. How do you see Iraq? Iraq was something different. Comment vois-tu l'Irak? L'Irak, c'était quelque chose de différent, Scott. Avant que cette guerre n'éclate, on parlait du Hezbollah au Liban, on parlait des Yéménites, mais personne ne parlait de la résistance en Irak. C'était le nouvel élément dans cette guerre. Et comment trouves-tu l'Irak avec le temps? Nous savons que ces pays de l'OTAN ont retiré leurs troupes d'Irak. En ce moment, l'Irak est à mon avis un phénomène totalement différent. Comment vois-tu cela? Sort of phenomenon, in my opinion. And how do you see that? You can't sustain Iraq without the overall infrastructure. Vous ne pouvez pas maintenir l'Irak sans l'infrastructure globale des installations militaires qui se trouvaient dans la région. La base aérienne d'Al-Udeid servait de centre de commandement et de contrôle pour projeter la puissance aérienne sur l'Irak. Le Koweït était la base logistique qui la soutenait. Nous perdons tout cela. Il n'y a aucune raison pour que nous restions en Irak. C'était une mission héritée. Nous allons quitter l'Irak. Je pense que c'est ce qui va se passer. C'est insoutenable. Et nous devons accepter le fait que l'Iran exercera une influence politique importante sur l'avenir de l'Irak. L'Iran est assez intelligent pour savoir qu'il ne veut pas aliéner les sunnites. Smart enough to know that they don't want to alienate the Sunni. Solving the Kurdish issues. Résoudre la question kurde est, vous savez, une occasion de travailler ensemble. Mais, vous savez, les Kurdes se sont encore une fois détruits eux-mêmes en s'alliant aux États-Unis. Je pense que vous allez voir l'Irak se débarrasser de l'influence américaine. Mais, il faut aussi se rappeler qu'il y a beaucoup d'investissements étrangers dans le pétrole irakien, et l'Irak ne veut pas les perdre. Donc je pense que vous allez voir un Irak beaucoup plus stable. Je ne pense pas que l'État islamique refera surface, et je vois simplement les États-Unis quitter l'Irak. Il n'y a aucune raison pour que nous restions là-bas, et nous quitterons aussi la Syrie. Je dirais que si J.D. Vance essaie de gérer la situation en Iran, puis celle en Ukraine, il aurait certainement une chance de gagner en 2028, Scott.
2028. Scott. Encore une fois, vous vous souvenez que je suis allé en Russie et de ce dont j'ai parlé avant d'y aller. Le grand accord, le grand marché avec la Russie. Je pense que cela est en train de se produire. Je pense que c'est en train de se passer en ce moment même. Et encore une fois, vous savez, tous les détracteurs de Trump disent « Scott, tu défends Donald Trump ». Non, c'est pas le cas. Je parle simplement de la réalité, les gars. La réalité. Donald Trump, vous savez, pourrait travailler avec les bonnes personnes. Il est dans l'intérêt de la Russie d'avoir de la stabilité, de mettre fin à ce conflit. La Russie ne veut pas que cette guerre dure éternellement. Donald Trump a besoin que cette guerre s'apaise cet été. Il doit pouvoir dire « J'ai apporté la paix en Ukraine ». J'ai apporté la paix au Moyen-Orient. C'est la seule façon pour lui de s'en sortir. Et je vois cela se produire. Je le vois se produire de manière évidente. Alors voyons ce qui va se passer. Cela ne veut pas dire que je suis ravi à propos de Donald Trump, et je ne le promeux pas. Je méprise cet homme. Mais je crois aussi que la paix vaut mieux que la guerre. Et je ne veux pas faire tomber Donald Trump au détriment de millions de personnes qui vivent au Moyen-Orient et en Europe et qui souffrent à cause de ces guerres sans fin. Si, d'une certaine manière, faire en sorte que Donald Trump se sente en meilleure position d'ici novembre signifie que la paix éclate au Moyen-Orient et en Ukraine, je suis tout à fait pour. Avant de conclure, Scott, je pense que la question de l'OTAN est vraiment importante en ce moment. Comment la vois-tu? Nous avons eu la guerre en Ukraine, nous avons la guerre au Moyen-Orient, comme nous en avons parlé, et selon toi, que signifient les conséquences de ces deux guerres pour l'avenir de l'OTAN? On peut siffler des casquettes toute la journée. C'est fini. L'OTAN est terminé. C'est fini, au revoir. Adios. Auf Wiedersehen. L'OTAN n'a plus de mission. Elle n'a pas de raison d'être. Elle existe pour ne rien faire. Vous savez, la Russie n'est pas une menace. Ils peuvent en parler, mais l'Europe doit maintenant se pencher sur sa propre survie économique, survie énergétique. Elle va donc devoir se tourner vers l'énergie russe. Ils ne peuvent pas continuer comme ça. L'Amérique va se retirer. L'OTAN a échoué au test décisif, le test du détroit d'Ormuz. Elle l'a raté. Et il y a du ressentiment en ce moment. Écoutez, Trump a besoin, vous savez, de trouver des coupables. Je pense que Pete Hegseth, c'est du passé. Je ne pense pas qu'il passe l'été. Je pense que d'autres personnes pourraient partir aussi. Et je pense que l'OTAN va être sacrifiée. Nous avons sifflé et notre chien n'est pas venu. Alors nous n'allons pas continuer à le nourrir. C'en est fini de l'OTAN. Il n'y a plus de raison pour qu'elle existe. Ce qui est intéressant, c'est que la disparition de l'OTAN pousse désormais l'Europe à parler d'une Europe, enfin, vous savez, du rôle de l'UEM, selon laquelle l'UMOR devrait désormais prendre en charge une sorte d'alliance militaire. Et les Russes se disent, eh bien, vous nous facilitez bien les choses, car la Russie avait auparavant déclaré, c'est l'expansion de l'OTAN que nous refusons, mais nous ne nous opposons pas à votre adhésion à l'UMOR. Désormais, la Russie peut dire, non, nous ne soutenons pas non plus votre adhésion à l'UMOR. Par exemple, avec l'Ukraine, l'Ukraine disait, eh bien, nous allons rejoindre l'UMOR, même si l'UMOR répondait, non, vous ne le ferez pas. Mais maintenant, la Russie va dire, non, vous ne le ferez pas. Cela simplifie ce à quoi ressemblera finalement un accord de paix avec l'Ukraine, à savoir une abdication complète et totale face aux exigences de la Russie. Il y aura un peu de communication. Mais quel sera l'accord de paix au Moyen-Orient? Une abdication complète et totale face aux exigences iraniennes, avec quelques modifications, quelques adaptations. Mais l'Iran obtiendra ce qu'il veut. La Russie obtiendra ce qu'elle veut. Et l'Europe sera, vous savez, là où elle doit être quand on choisit le mauvais camp et qu'on agit en conséquence. Il y a des conséquences à ces actes.
there are consequences for actions. Yeah. Oui, merci Thank beaucoup you so Scott much, d'être Scott, avec for nous joining us aujourd'hui. today. Un grand plaisir, Great comme pleasure, toujours. as always. Thank Merci you beaucoup very de much m'avoir for invité. having me. Yeah. Ouais, à bientôt See you soon, Scott. Scott. D'accord. Bye bye. Bye-bye. Au revoir.